Ce sont les rescapés de l'enfer d'Azovstal. Une centaine de civils a pu fuir le site depuis samedi soir, principalement les plus fragiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui vivaient depuis pratiquement 2 mois dans l'immense complexe sidérurgique de Mariupol dans des conditions cauchemardesques. Ils sont attendus ce matin, en tout cas dans les heures qui viennent, à Zaporijia, où nous retrouvons Solène Rioux avec Claire Cambier. Solène, des rescapés qui devraient être accueillis notamment par des membres du gouvernement. Oui, on les attend d'un instant à l'autre parce que normalement, ils devaient arriver ici même sur ce parking d'un grand centre commercial de Zaporijia, désormais transformé en principal centre d'accueil d'ailleurs de la ville. Normalement, ils étaient attendus dès ce matin, c'est ce qu'avait dit le président Zelensky hier soir. Alors, on s'attendait à une attente plus longue. Les informations en effet arrivent au compte-gouttes, notamment pour des raisons de sécurité. Donc on était plutôt préparé à attendre quelques heures supplémentaires. Vous l'avez dit, des membres du gouvernement devraient être présents, toujours selon le président ukrainien. On parle notamment de la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk. Et puis parmi ceux qui attendent, il y a les journalistes, évidemment, que vous voyez sans doute derrière moi, mais surtout les familles de ces rescapés d'Azovstal. On vient de rencontrer il y a quelques minutes un homme, Nikolai, et sa femme, Natalia, qui donc eux sont venus ici qui attendent la sœur de Nikolai avec son bébé de 6 mois seulement et puis la maman qui est blessée. Alors le témoignage est assez incroyable. Si je vous dis ça, je vais vous raconter rapidement, mais pendant plusieurs semaines, ils n'ont eu aucune nouvelle des membres de leur famille. Ils ne savaient même pas s'ils étaient en vie. Et c'est finalement en voyant des vidéos du régiment Azov, vous savez, qui publiait régulièrement des vidéos à l'intérieur de ces souterrains du complexe métallurgique d'Azovstal. C'est en voyant ces vidéos qu'ils ont découvert que leur famille était en vie. Vous imaginez le soulagement. Et puis de nouveau, pendant plusieurs semaines, plus de nouvelles. Encore une fois, ils croyaient qu'ils étaient morts. Et c'est ces dernières heures qu'ils ont découvert qu'ils faisaient partie de ces rescapés à avoir pu fuir, à avoir pu évacuer Azovstal. Alors ils sont venus directement de Kiev pour attendre ici. Vous imaginez bien entendu le soulagement après avoir cru pendant plusieurs semaines que la sœur, le bébé de 6 mois et la maman étaient peut-être morts dans les décombres, dans les bombardements à Mariupol. On comprend évidemment le soulagement à l'annonce de cette sortie des rescapés. Comment concrètement va se passer la prise en charge de ceux qui ont pu quitter le site ? Eh bien, regardez, je vous emmène avec Claire Cambier à l'intérieur de cette tente d'aide humanitaire où tout est prêt pour prendre en charge cette centaine de rescapés venus d'Azovstal. Vous voyez, il y a du monde pour les accueillir. Il y a énormément de bénévoles aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier. Alors ici, vous avez de la nourriture, des repas, de la soupe, du pain, mais pas seulement, des biscuits également, des boissons, café, thé, eau. On va essayer de se frayer un chemin, toujours un petit peu compliqué, avec beaucoup de monde à l'intérieur de cette tente d'aide humanitaire. Et puis, si vous me suivez là-bas, vous allez voir, il y a également des peluches, des jouets, de la nourriture pour enfants, parce qu'on sait, dans ce qu'on voit, il va y avoir beaucoup d'enfants, principalement des femmes et des enfants. Vous voyez ici ces petits pots pour bébés. Et puis, hop, pardon, monsieur, si on continue, ici, c'est ici qu'ils vont être enregistrés, qu'ils vont avoir leur petit bulletin, vous savez, pour prouver qu'ils ont bien le statut de réfugié. Et puis, dernière chose, ensuite, après avoir fait tout ça, ils monteront dans ces bus de la municipalité qui se trouve juste à l'extérieur de la tente. Plusieurs bus qui sont ici, qui les attendent, qui vont les dispatcher dans d'autres centres de réfugiés de la ville. Là-bas, ils pourront avoir un vrai repas, ils pourront dormir, ils pourront rester quelques jours en attendant une solution plus pérenne. Merci beaucoup Solène Rioux avec Claire Cambier, nos envoyés spéciaux à Zaporijia, que l'on va retrouver tout au long de la journée, à l'heure où les survivants, les rescapés d'Azovstal, les premiers civils qui ont pu quitter l'usine, sont attendus dans cette ville qui est censée accueillir tous les réfugiés qui le souhaitent et qui le peuvent. Catherine André, l'enjeu ce matin, c'est de savoir quel est l'itinéraire que vont emprunter les civils pour rejoindre Zaporijia. Eh bien, vraisemblablement, il y a eu plusieurs étapes, des étapes qui sont encore en cours. On le rappelle, ces femmes, ces enfants, ces personnes âgées qui ont été évacuées étaient bloquées depuis plusieurs semaines à Mariupol dans un immense complexe sidérurgique. Ces personnes sont restées plusieurs semaines sous terre. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, le point de rendez-vous pour l'évacuation a été fixé ici, au niveau d'un ancien centre commercial qui est à 5 km seulement du
complexe Azovstal. On a donc pu voir des civils sortir péniblement des décombres. Ils sont ensuite montés à bord, vraisemblablement, de bus affrétés en premier lieu par des Ukrainiens, la résistance ukrainienne, qui a déposé ces civils non loin donc du lieu de rendez-vous, ce mall, en quelque sorte, ce grand centre commercial où ils ont été pris en charge, notamment par des représentants de l'ONU et de la Croix-Rouge. Et puis, ils sont montés à bord de bus affrétés cette fois par le Kremlin. Alors, normalement, on le disait, ils doivent arriver à Zaporijjia, ces personnes qui ont été évacuées. Mais vraisemblablement, elles n'y ont pas été conduites directement. Elles ont d'abord été conduites dans un petit village qui s'appelle Bezymene et qui se situe à 30 km de Mariupol. On voit vraiment que c'est dans une direction opposée de Zaporijjia. Dans ce village, il y a toute une structure qui s'est mise en place pour ces évacués, des tentes sous contrôle notamment de la Croix-Rouge, des tentes pour permettre à ces réfugiés de se reposer, de recueillir aussi des premiers soins. Mais ce qui pose question, c'est la localisation de ce village qui est à 2 pas de la frontière russe, qui est en plein territoire conquis par les Russes. On se demande si une partie de ces personnes évacuées ne vont pas être exfiltrées vers la Russie ou en tout cas les territoires occupés par la Russie. Pour les autres, ceux qui doivent rejoindre Zaporijjia, l'itinéraire le plus simple dorénavant, ce serait d'emprunter cette ligne bleue en bus. On ne sait pas vraiment si c'est l'itinéraire qui a été emprunté ce matin. Certains évoquent un passage de nouveau vers Berdyansk et puis ensuite direction Zaporijjia. On voit que l'itinéraire n'est pas encore exactement clair. En tout cas, Zaporijjia, c'est à 250 km de ce village. Les évacués arriveront sans doute tard dans l'après-midi ou en soirée. Merci beaucoup Catherine André pour ces explications et cette carte bien nécessaire. Il faut qu'on l'ait en tête pour comprendre où vont être emmenés ces civils. Nous sommes en direct avec Maxime Yefimov. Bonjour, député ukrainien de Kramatorsk. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Est-ce que vous savez avec certitude où vont être acheminés les civils qui ont pu quitter l'usine Azovstal? On voit bien qu'il y a des questions, des interrogations ce matin, notamment concernant le tri qui s'effectue à Bezymene. On sait que les Russes veulent faire la différence entre les civils et les militaires, mais on se demande s'il peut y avoir des Ukrainiens qui risquent d'être déportés vers des territoires contrôlés par les Russes. Merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Hélas, je ne pourrai pas répondre à votre question. Je ne pourrai que faire partager mes suppositions, mais je ne souhaite pas le faire. L'évacuation d'aujourd'hui est un résultat des efforts déployés depuis des semaines et des semaines, voire depuis un mois. Cette opération a été contrôlée par le président, par le ministre des questions de l'intégration. Ils sont beaucoup plus au fait, beaucoup plus au courant des spécificités de cette opération. Du coup, je ne voudrais pas forcément m'avancer sur les réponses à vos questions. Moi, je me trouve à Kramatorsk, qui se trouve à 300 km de Mariupol. Oui, bien sûr. On sait que tous les Ukrainiens et le gouvernement ukrainien suivent avec beaucoup d'attention cette évacuation. On sait également que les bombardements ont repris à Mariupol alors que d'autres évacuations se font attendre. Est-ce que vous considérez que les Russes jouent double jeu ? Je pense que l'expérience des dernières semaines montre que les tentatives d'évacuation ont échoué. Mais encore une fois, je ne souhaite pas compromettre avec mes déclarations les efforts déployés pour mettre en place cette évacuation. Ce qui se passe à Mariupol, à Azovstal,
c'est une tragédie sans nom. Et donc les efforts qui sont déployés maintenant, ce pas en avant que nous voyons aujourd'hui, c'est un pas vital. Et donc une centaine de personnes, de rescapés, c'est une poignée, c'est une goutte d'eau. Et j'espère que d'autres personnes seront évacuées également. Pendant ce temps, l'armée russe poursuit son offensive à l'est du pays, mais pas seulement. Il y a eu des bombardements qui ont fait 8 morts hier soir dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. Kramatorsk, votre ville, n'est pas épargnée. Quelle est la situation chez vous à l'heure où nous parlons ? Aujourd'hui, Kramatorsk est la capitale de l'oblast de Donetsk. Il y a eu 220 000 personnes qui vivaient dans cette ville. Et actuellement, la plupart ont quitté la ville. Il y a de 20 à 30 000 qui restent sur place. Un nombre assez restreint de pharmacies, de magasins restent ouverts. Et la ville est quand même approvisionnée, il faut le dire. Et donc, Kramatorsk est un hub, est un centre qui approvisionne Bakhmut, Slaviansk, Konstantinovka. Ce sont les localités qui essayent aussi d'évacuer les gens. Les États-Unis ont annoncé l'envoi de 33 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, essentiellement militaire. Est-ce que vous pensez que ça peut changer le rapport de force sur le terrain ? Actuellement, depuis plus de 2 semaines, l'offensive tant attendue, cette deuxième phase de combat promise dure, et nous voyons que les combats sont intenses, à une d'ailleurs quarantaine de kilomètres de notre ville. Svetogorsk, Krasny Liman, Popasne, Yambelt et d'autres localités qui se trouvent à une quarantaine de kilomètres font l'objet des tirs. À côté de Yampol, aujourd'hui, je sais qu'il y a des combats très acharnés. Et donc la ville de Kramatorsk se prépare à cette offensive. Et donc depuis 2 dernières semaines, nous ne constatons pas de percée, pas d'avancée majeure des Russes. Ainsi, les défenseurs ukrainiens résistent et continuent à garder les positions depuis 2 semaines. Et donc, je pense que c'est tout à fait grâce à l'aide promise de nos partenaires. Justement, la France est engagée à livrer de nouvelles armes aux Ukrainiens. Les États-Unis ont envoyé beaucoup d'armes. De quel type d'armes avez-vous besoin pour faire face à l'armée russe ? Actuellement, comme je vous ai dit, les systèmes d'artillerie qui visent des villes telles que Izium, par exemple, eh bien, la portée de ces armes est de 20 à 30 kilomètres. Et donc, tous les armements qui ont la portée de 40 kilomètres et davantage, comme par exemple les canons 155, comme par exemple les lanceurs de roquettes multiples. Et ces armes sont calibrées pour pouvoir envoyer les roquettes à grande distance. Ainsi, les lance-roquettes multiples et les armes antiaériennes, ce sont les armements tant nécessaires à l'Ukraine maintenant.
Sergueï Lavrov, ce matin, a affirmé que la Russie ne cherchait pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, qui est une date symbolique dont on parle beaucoup, qui commémore la victoire des Alliés, dont l'Union soviétique, sur l'Allemagne nazie. Selon vous, est-ce un aveu de faiblesse de la part de Moscou ? Je pense que la déclaration et les déclarations sont faites par les hommes et les femmes politiques, tandis que sur le terrain, ce sont les hommes et les femmes soldats qui sont sur le pied d'œuvre pour défendre le territoire. Et ils corrigent, si je puis dire comme ça, leurs tirs en fonction de la situation sur le terrain. Et vous savez, lorsque j'avais fait mes études, encore à l'époque de l'Union soviétique, j'avais appris les leçons historiques. Et on nous a parlé de l'héroïsme collectif. Lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, lorsque les soldats, les compagnons d'armes se jetaient dans la gueule du loup, si je puis dire comme cela, pour protéger les autres. Et donc, les Ukrainiens ont combattu main dans la main avec les Russes contre le fascisme, contre le nazisme. Et aujourd'hui, nous sommes opposés. Par contre, nous voyons lors de ces dernières semaines que nos compagnons d'armes se font même sauter pour faire exploser le pont. Et cela, donc, des exemples pour vous montrer que nous sommes prêts à tout pour défendre nos terres. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine, c'est ce qu'a affirmé Nancy Pelosi, personnage éminente de la classe politique américaine en visite dans votre pays, va gagner cette guerre ? L'Ukraine a déjà gagné. Parce que l'Ukraine résiste depuis 68 jours. L'ennemi n'avance plus. Nous voyons que les plans changent tous les jours de la part des Russes. Et les plans ne sont jamais tenus, ne sont jamais respectés. Tout cela parce que nous sommes mobilisés. Donc je suis persuadée que l'Ukraine gagnera. Merci beaucoup, Maxime Yefimov, député ukrainien de Kramatorsk, de nous avoir accordé une interview en direct sur LCI. Et merci à Anna Poupin qui fait la traduction en direct. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, Romain Goupil nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous revenez de plusieurs semaines passées à Kiev aux côtés des Ukrainiens, accueillis par des Ukrainiens. Vous allez évidemment tout nous raconter. Magali Barthès est toujours avec nous et le général Perruche également avec nous. Magali, pour revenir sur ce qui se passe en ce moment, sur l'évacuation des civils de l'usine Azovstal, on comprend qu'il y a une halte à Benzimé pour que l'armée russe fasse le tri, si je puis dire, entre les civils et l'armée russe, sous le contrôle ou sous le regard de représentants de l'ONU. Est-ce qu'on peut faire confiance aux Russes pour ne pas en profiter pour acheminer contre leur gré des Ukrainiens vers des territoires contrôlés par les Russes ? Les interlocuteurs ukrainiens qu'on a depuis ce matin sur l'antenne d'LCI paraissent quand même assez confiants sur le fait que la centaine d'habitants d'Azovstal qui a pu sortir de l'usine puissent rejoindre Zaporijjia si elles le souhaitent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ça a été quand même négocié en amont avec le patron de l'ONU qui était en visite à Moscou puis à Kiev la semaine dernière. On voit bien qu'à Benziméné, il y a le comité international de la Croix-Rouge qui est présent sur place, l'ONU également. Donc il y a quand même, j'ai envie de dire, des garde-fous pour empêcher
que des Ukrainiens soient conduits contre leur gré en Russie. Bon, tout ça, c'est sur le papier, évidemment. Il faudra voir sur le terrain si véritablement tous ceux qui le souhaitent ont pu rejoindre Zaporijjia, donc en territoire ukrainien. Il va falloir voir comment ça se passe toute la journée, mais tout ça est vraiment, et c'est là où c'est intéressant, pour la première fois, on a vraiment des corridors humanitaires avec l'intervention d'un organisme tiers, d'une organisation internationale qui peut vérifier sur le terrain comment se mènent ces évacuations. Alors ça se fait donc en liaison avec le CICR, l'ONU, qui a pu négocier ça avec évidemment le ministère de la Défense russe et les autorités ukrainiennes. Ce qui est sûr, c'est que tout ça prend énormément de temps parce que les distances sont grandes et puis surtout, il y a des checkpoints russes absolument partout. Donc, il n'est pas certain que ces réfugiés d'Azovstal puissent rejoindre Zaporijjia, qui se trouve à 200-300 km de Mariupol, dans les heures à venir. Tout ça prend énormément de temps. On le voit, ils sont dans des bus. Il y a une vingtaine au moins de checkpoints jusqu'à cette ville qui est qui se trouve sur les bords du Dniepr. Et puis, ce qu'il va falloir voir aujourd'hui, c'est si les évacuations peuvent se poursuivre, si les Russes laissent les civils sortir de ce complexe sidérurgique, parce qu'il en reste encore plusieurs centaines. Et que les bombardements ont repris à Mariupol, notamment sur l'usine d'Azovstal. Pendant ce temps,